Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder l'essentiel de l'anatomie de la vertèbre cervicale type et je vais aussi vous montrer comment représenter facilement cette vertèbre. Cette disposition concerne uniquement les vertèbres C3, C4, C5 et C6, les vertèbres C1 et C2 étant des vertèbres de transition vers l'occiput et le crâne, ont donc une anatomie particulière et d'ailleurs très éloignée de la vertèbre cervicale type. Et la vertèbre C7 est une vertèbre de transition vers le rachis thoracique et à ce titre a également quelques spécificités que nous aborderons dans une vidéo ultérieure. La vertèbre cervicale type présente comme la vertèbre schématique à décrire d'avant en arrière un corps vertébral, des pédicules, des massifs articulaires, des lames et ensuite un canal vertébral, puis dans la continuité des lames un processus épineux ou apophyse épineuse et des processus transverses au nombre de 2. Donc on va représenter ces éléments-là avec toutes les particularités qu'elles comportent au niveau cervical. On va le faire on va représenter 3 vues de la vertèbre cervicale type, donc une vue supérieure par laquelle on va commencer, puis une vue latérale et une vue antérieure. La vue supérieure, tout d'abord, on va commencer, donc on va l'orienter. Ici, ça va être ventral, vers l'avant, et latéral, gauche. On va avoir, tout d'abord, ici, un corps vertébral, dont on voit la face supérieure ici, qui va être cubique, à grand axe transversal, et donc il va être très épais et très large. Et va présenter donc toujours une face supérieure et une face inférieure et une circonférence qui pour le coup du coup laissera apparaître plus facilement une face antérieure et des faces latérales ainsi qu'une face postérieure toujours. On peut représenter ici, on va donner comme ça un léger effet de perspective à notre vertèbre en vue supérieure. Donc justement la face supérieure du corps vertébral a pour particularité, en plus de sa forme rectangulaire, de présenter des crochets qui vont élever ses bords latéraux et lui donner une forme concave dans l'axe transversal. Et donc effectivement ces crochets, on les appelle les processus incinés, anciennement apophyse semi-lunaire. Les processus présentent des surfaces articulaires qui vont justement rentrer en contact avec des facettes articulaires inversement conformées présentes à la face inférieure de la vertèbre sous-jacente. Et bien sûr ensuite ici on a notre petit listel marginal qui est un petit peu tronqué à cause de la présence des processus incinés et toujours la présence ici d'un disque intervertébral qu'on ne représente pas. En arrière, on va retrouver, alors ici, je vais représenter, pour commencer, les massifs articulaires qui, à ce niveau-là, au niveau cervical, seront beaucoup plus trapus. Et justement, on va les représenter un petit peu, on va donner aussi un effet de perspective et on va rentrer, donc là c'est la facette supérieure, encroûtée de cartilage hyalin également, comme le processus inciné. Donc les faces supérieures et en arrière on retrouve ici ce massif articulaire qui est plus trapu, plus tassé. On a ici, on va les représenter les pédicules dont on représente juste la partie interne et on ne la ferme pas pour l'instant, vous verrez pourquoi. C'est lié à la conformation de l'origine de l'apophyse transverse. Donc vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on a en arrière les lames qui se continuent par le processus épineux qui a la particularité au niveau cervical d'être plus court et de forme priasmatique triangulaire à la coupe, c'est-à-dire si on coupe ici, on va observer effectivement qu'il est triangulaire à sommet supérieur, base inférieure, et d'ailleurs la base de ce triangle est concave, excavée, et répond au sommet
de la lame, enfin de l'apophyse épineuse inférieure. Et de la même façon, les lames vont s'emboîter les unes sur les autres à la manière des tuiles sur un toit. Et le sommet de l'extrémité postérieure de cette apophyse épineuse est quant à lui bifide et présente donc deux tubercules latéraux, droit et gauche. Voilà, comme ceci. Le canal vertébral ici donc, est fermé et très large et de forme triangulaire à base antérieure, sommet postérieur et donc contient la moelle spinale entre autres. Ensuite donc on va pouvoir représenter l'apophyse transverse qui a pour particularité ici de présenter deux racines, une racine antérieure et une racine postérieure. La racine antérieure tout d'abord s'insère à la face latérale du corps vertébral, ici, et va présenter à son extrémité latérale un tubercule, qu'on appelle le tubercule antérieur, et on va ensuite avoir une racine postérieure qui, elle aussi, va présenter un tubercule postérieur et pour le coup s'insérer ici sur le pédicule et le massif articulaire correspondant. Ces deux lames se réunissent entre elles et ménagent un espace ici qu'on appelle le foramen transversaire qui laissera passer les vaisseaux vertébraux. Et en dehors de lui, on a une surface plane qui est légèrement excavée en haut et qui présente un sillon justement de passage du nerf rachidien correspondant. Cette disposition en deux tubercules antérieurs et postérieurs s'explique d'une part par l'insertion ici des muscles scalènes avec sur le tubercule antérieur ici les origines du scalène antérieur et sur le tubercule postérieur les insertions d'origine des muscles scalènes moyens et postérieurs. Et entre les deux, bien sûr, on aura au niveau des cervicales, on va dire C5 à C7, la présence des branches antérieures qui forment le plexus brachial et plus haut, la présence des branches qui constituent le plexus cervical. C1, C4. Même si effectivement les vertèbres vont évoluer pour C1 et C2. Et donc ça c'est la première raison de la présence de ces tubercules. Et ensuite effectivement l'autre raison de la disposition de cette apophyse transverse en deux racines, c'est qu'en fait la racine postérieure correspond à l'apophyse transverse proprement dite. Ici. Voilà. Donc ici, ce serait l'apophyse transverse qui présente en avant une formation récessive qui est liée à la présence des côtes chez les vertébrés. Et effectivement, cette particularité-là laisse parfois apparaître effectivement une côte surnuméraire, on va représenter ici, au niveau des cervicales, alors principalement les cervicales inférieures. Donc ici je représente une côte surnuméraire et effectivement la disposition des processus transverses nous fait comprendre que effectivement la racine antérieure est en fait une côte récessive. Hein, voilà, d'où la présence parfois de côtes surnuméraires au niveau cervical ici. Avec toutes les conséquences que ça peut entraîner au niveau justement des éléments vasculo-nerveux en présence. Voilà pour la disposition de la vertèbre en vue antérieure. Si on veut donner un petit peu plus de relief et d'effet de perspective, on peut représenter ici le corps, enfin la partie postérieure du corps de la vertèbre ici. Voilà, qui est perforé de trous, ces trous laissant émerger les veines corporéales de la vertèbre. Et voilà, on va maintenant passer à la vue latérale de la vertèbre pour continuer à explorer son anatomie. Pour nous aider, on peut représenter un rectangle comme ceci,
que l'on va diviser en 4 cadrans égaux. Et la hauteur de ce rectangle va nous donner le trait de construction du massif articulaire de la vertèbre. Donc toujours encrouté de cartilage, et je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais la facette supérieure va regarder en haut et en arrière et légèrement en dehors, là où la facette inférieure va regarder en avant, en bas et légèrement en dedans. On retrouve en avant de ces massifs articulaires le pédicule, bien sûr, qu'on peut représenter ici, qui constituera la limite soit supérieure, soit inférieure du foramen intervertébral, anciennement appelé trou de conjugaison. Et en avant de lui, on va avoir le corps de la vertèbre, avec ses particularités au niveau cervical. Donc on va représenter le processus inciné ici, qui ne parcourt pas toute la longueur du corps vertébral, qui s'arrête à mi-chemin. Et ensuite, on va représenter ici la face antérieure du corps vertébral, qui a une particularité ici, c'est qu'à sa partie inférieure, elle présente un bec qui va venir recouvrir en partie le corps vertébral de la vertèbre sous-jacente. Et du coup, cette conformation va donner un aspect à la face inférieure du corps vertébral, un aspect en selle, avec un grand axe concave et un axe transversal, enfin du coup, pardon, vu que là, justement, le diamètre transversal est plus large, donc c'est un petit axe antéro-postérieur concave et un grand axe convexe. Convexe pourquoi? Parce que effectivement, la face inférieure va présenter deux échancrures latérales qui vont être creusées en biseau par rapport aux dépens de la face latérale et qui vont présenter donc des surfaces articulaires inversement conformées au processus inciné et donc s'articuler avec justement les processus incinés de la vertèbre sous-jacente. En arrière, on retrouve à nouveau les lames ici, qui se réunissent au niveau de la ligne médiane et qui se continuent en arrière et qui se terminent par une extrémité bifide, qui sont triangulaires à la coupe, je vous le rappelle. Et ensuite, il nous reste à placer l'apophyse transverse et ses deux racines, donc la racine antérieure qui naît sur la face latérale de la vertèbre, qui présente à son extrémité un tubercule antérieur qui donne insertion au muscle scalène, et ensuite on a la racine postérieure qui effectivement donne naissance, présente le tubercule postérieur qui lui donne insertion au muscle scalène moyen et postérieur, et ici ensuite on va avoir le foramen transversaire et le sillon pour le nerf spinal correspondant. On peut représenter la vertèbre sous-jacente pour montrer son emboîtement avec la vertèbre que l'on vient de décrire ici. Donc on va apercevoir un trou de conjugaison ici. Voilà, les lames. Et leur extrémité bifide toujours ici, et pareillement on va avoir la présence de l'apophyse transverse avec ses deux racines antérieures et postérieures, le foramen
transversaire. Foramen transversaire qui, comme je vous l'ai dit, laisse passer les vaisseaux vertébraux. On va représenter donc ici l'artère vertébrale qui naît de l'artère subclavière et qui va passer à travers tous les foramen transversaires des cervicales, à l'exception de la 7e cervicale. Et qui va ensuite passer à travers le foramen magnum de la base du crâne pour rejoindre la cavité endocrânienne. Et donc va vasculariser le tronc cérébral, le cervelet et la partie postérieure du cerveau par l'intermédiaire des artères cérébrales postérieures. Cette artère sera accompagnée des veines vertébrales. On va représenter également ici le disque intervertébral, ici. Et bien sûr, ici on va voir l'articulation dite zygapophysaire. Et ici on aura la présence, le passage du nerf rachidien correspondant. Donc rappelez-vous qu'au niveau cervical, si ici on est au niveau C4 et ici au niveau C5, le nerf rachidien ici est en provenance des racines C5, et pas C4, comme au niveau thoracique et au niveau lombaire ou au niveau sacré. Donc il y a un décalage d'un étage au niveau cervical. Ce qui fait qu'il y a 7 cervicales et 8 nerfs rachidiens, enfin 8 paires de nerfs rachidiens au niveau cervical. Une fois qu'on a représenté la vue latérale, comme ceci, on va pouvoir enfin terminer par la vue antérieure. Alors, également, si besoin, on s'aide de quelques traits de construction. On peut représenter un rectangle à nouveau, qu'on va également diviser en 4 cadrans égaux. À la partie à peu près centrale, on va représenter la face antérieure du corps vertébral. On va représenter ici les processus incinés, ici, et en dessous, on va présenter les faces biseautées qui correspondent justement au processus inciné de la vertèbre sous-jacente. Une fois qu'on les a représentés, on peut placer les processus, les massifs articulaires, comme ceci. Et maintenant, on va représenter les apophyses transverses et leurs tubercules. Donc on va commencer par la racine antérieure qui naît de la face latérale de la vertèbre, comme ceci. Et ensuite on a le tubercule postérieur ici. Voilà. Donc voilà comme on l'a représenté facilement. Ici on peut représenter effectivement le sillon du nerf spinal, et là on ne l'aperçoit pas, on peut représenter quand même. L'idée est toujours de pouvoir représenter un maximum de structures intéressantes sur un schéma d'anatomie, quitte à s'arranger un petit peu avec les proportions ou les rapports, mais histoire d'avoir le plus d'informations visuelles possible sur un schéma. Donc ici on a effectivement le foramen transversaire, et ici bon, on a le pédicule de la vertèbre. Même chose de l'autre côté, voilà, comme ceci, tubercule antérieur, tubercule postérieur, voilà, le sillon ici, le pédicule et le foramen transversaire. Et on peut représenter les surfaces articulaires inférieures qui, je vous rappelle, regardent en avant et en bas et légèrement en devant. Inversement conformé
aux vertèbres, enfin aux surfaces articulaires supérieures. Voilà pour l'anatomie de la vertèbre cervicale type. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.